Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'indice parisien. Au programme, l'analyse pour la séance de vendredi, quelques plans de trade, les news et je vous retrouve de l'autre côté. Alors comme vous pouvez le voir, la séance a été plutôt délicate à gérer. Elle termine sur une baisse de 0,46%, mais ça aurait pu être bien plus mauvais puisque la clôture de la séance de mercredi a mené à faire une baisse de 1,17% par rapport au plus bas de la séance de jeudi. Et c'est finalement sur une baisse assez limitée de 0,46% que l'on achève la séance. C'est pas si mal. En tout cas, cela ne fait pas vraiment les affaires du triangle symétrique. Je vais d'abord parler des nouvelles, sinon je vais oublier. À l'origine de la baisse du jour, il faut surtout comprendre que les marchés ont ouvert avec de très mauvaises dispositions suite à la baisse de 4,5% de la bourse chinoise. Et la séance a été un petit peu l'objet d'une reconquête, un graduel à mesure que les statistiques qui sortaient ne montraient rien de grave. Bien sûr, il y a toujours la pandémie qui inquiète et le fait qu'elle soit hors de contrôle dans nombreux pays et dans nombreux États américains, mais rien de ce qui arrive n'a pas déjà été a priori pris en considération par les intervenants. Donc je reviens à mon histoire de triangle. Alors j'étais tout content de constater c'était en fait sur la séance de mercredi qu'on avait peut-être enfin assisté à la sortie hors de la zone de congestion matérialisée par ce triangle vert. On partait du principe qu'il s'agissait d'un triangle symétrique et la sortie ici donnait des espoirs de voir une accélération haussière se produire. Cela n'est pas neutre parce que si on sortait de la zone de congestion, ça voulait dire plein de choses, y compris le fait qu'on pouvait redonner de l'importance aux chandeliers japonais, redonner de l'importance aux indicateurs techniques. Je n'accorde pas d'importance lorsqu'on est en période de congestion et une sortie de cette période de congestion laisser la porte ouverte à un retour en grâce de ces chandeliers japonais, de ces indicateurs techniques. Là, le fait que l'on réintègre le triangle symétrique laisse planer le doute que la congestion ne soit pas terminée. Alors ce sont des moments à clés où justement on ne peut pas trop savoir, où on a des doutes. C'est pas très grave d'avoir des doutes, Mais en tout cas, de deux choses l'une, soit on a effectivement une sortie du triangle avec un petit throwback, comme on dit, un pullback à l'envers, avant de repartir vers la hausse, c'est possible, soit effectivement on est dans une situation où la vraie congestion ne serait pas celle à laquelle on assiste à l'intérieur d'un triangle, mais davantage par exemple à l'intérieur d'un rectangle de consolidation, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas trader. Je vous rappelle que avoir raison plus d'une fois sur deux, c'est mieux, mais avoir raison une fois sur deux avec un bon ratio gain-risque, ça marche aussi. L'idée, c'est qu'il faut avoir des objectifs qui sont en proportion. Donc, imaginons qu'on ait une chance sur deux de se planter et qu'il s'agit bien des triangles symétriques de congestion dont on soit sorti. L'idée, c'est qu'il faudrait mettre un stop en cas de... Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut le mettre en cas de retour en dessous du triangle symétrique. Ça veut dire un stop à 3,5%. Il faudra un objectif au moins à 3,5%. C'est un peu délicat parce que vous le savez, ça voudrait dire pour aller chercher un ratio 1 pour 1 de s'affranchir d'une première résistance, je fais n'importe quoi, d'une première résistance ici, d'une deuxième résistance ici et de s'enfoncer dans toute cette zone qui est quand même une zone à risque. Il me semble que ce trade est un petit peu contre les règles élémentaires de prudence. On peut autre chose envisager que l'on rentre sur le contact avec le gap. Alors, le gap est généralement un signal de force, de puissance qui n'est pas rebouché à condition qu'il ne s'agisse ni d'un gap commun, ni d'un gap d'essoufflement. C'est pas un gap d'essoufflement parce qu'on n'est pas en fin de hausse comme ça a été ici. Ça, c'était un gap d'essoufflement. Vous voyez, il a été comblé derrière badaboum. S'il s'agit d'un gap simplement de force, eh bien il ne sera pas rebouché. C'est-à-dire que si on met un stop loss en dessous à 1,6% et qu'on vise 1,6% au moins, il y a de la place pour viser un ratio gain-risque de au moins 1, c'est pas mal. Alors ça voudrait dire quand même s'affranchir d'une petite résistance ici, mais d'une part elle est mineure, et puis d'autre part
Bon, c'est pas trop demandé non plus au CAC 40, même si c'est quand même lui demander un petit effort. Donc c'est une possibilité. Pour ceux qui ont plutôt un biais qui est baissier, on peut partir du principe que nous avons une résistance ici et elle sera forte et qu'elle ne sera pas comblée. On peut parier sur le fait que ce gap sera un gap commun, au contraire, qui lui sera comblé. Bon, l'idée de toute manière, c'est que dans tous ces scénarios, eh bien, il ne faut pas dépasser le précédent sommet. Si on met un stop à 1,4% et qu'on vise au moins 1,4%, bon, bah voilà, hein, il y a largement un ratio gain-risque super 1 pour 2. Le problème, c'est que là, c'est vraiment pas évident. Mais encore une fois, j'insiste, hein, il faut vraiment être humble quand on fait de l'analyse technique. Parfois, on a un degré de certitude assez intéressant avec les configurations et parfois, c'est un peu du pile ou face, mais c'est pas grave. Le trading n'est pas question d'avoir raison. On peut très bien, les traders les plus performants que je connais, qui ont connu les légendes, hein, étaient des traders qui avaient raison moins d'une fois sur deux, mais ils travaillaient avec des ratios gain-risque de 2, de 3, et donc ils étaient super rentables, hein. En tout cas, vous le savez, hein, le backtest que j'avais proposé hier, qui était qu'on clôturerait sur plus bas que la veille, a fonctionné, puisque 0,46%, c'était le modèle Turtle Soup, hein, le setup Turtle Soup que je vous invite à regarder dans la vidéo d'hier. Autre chose à voir maintenant, ce sont naturellement les éléments purement techniques. Alors, ah oui, j'oubliais quelque chose. On avait une fourchette d'Andrews, on le sait, ici. Il y a eu un refus de médiane, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ok, on a atteint l'objectif, hein, c'était l'objet d'un setup qui a été lui aussi validé, puisqu'on est allé chercher la ligne 1, 3, c'était sur la séance d'avant. On a donc le droit d'ouvrir théoriquement une nouvelle fourchette d'Andrews, hein, puisqu'on est sorti de la fourchette d'Andrews précédente, donc ça nous donnerait un plus haut, un plus bas, un plus haut, voilà. Le problème de cette fourchette d'Andrews, c'est que son objectif a déjà été rallié, hein, puisqu'on a déjà touché la médiane ici, voilà. On l'a touché très rapidement, donc bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On revient aux éléments purement techniques à présent. Nous avons donc la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50, et vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu compliqué pour les analystes techniques que nous sommes. Parce que nous avons ici une M50 qui monte, on est donc au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. On a la M20 et la M7 qui montent et on est au-dessus, donc on aurait a priori la moyenne mobile, la tendance court terme, la tendance générale qui est également haussière. Mais vous le savez également, j'accorde pas d'importance aux moyennes mobiles quand on est en période de congestion. C'est pour ça que c'est important de savoir si on est sorti de la zone de congestion ou pas du tout. Parce que si on est sorti de la zone de congestion, on est en tendance haussière. Si on est toujours dans une zone de congestion, il faut pas faire attention à ça. Et ça change à peu près tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait un T1 hier. Ok, j'avais mentionné le T1 et à partir du T1, on avait une chance sur deux de faire un T2, c'est une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger Super. Sauf que là, pas de bol, le Turtle Soup a été plus fort que le T1, donc on a réintégré. Alors ça va être l'objet du backtest du jour. Que se passe-t-il lorsque après un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on réintègre les bandes de Bollinger? Alors le test sera réputé, alors on peut backtester ce que l'on veut, hein, mais là ce que je vous propose aujourd'hui, je vous rappelle que si vous voulez savoir davantage sur l'analyse technique, les triangles, les bandes de Bollinger, etc., et ce que font généralement les cours, vous avez tout dans le pack tout trado disponible là en dessous de la vidéo, hein. Et vous avez donc également la possibilité, donc le test sera réputé gagnant si on va chercher la M7, et le test sera réputé perdu si après avoir réintégré les bandes de Bollinger, on dépasse les plus hauts du sommet quand on était hors Bollinger, clairement ici. Est-ce qu'on a plus de chances d'aller chercher la M7 ou on a plus de chances d'aller chercher le haut de la bougie? Donc c'est parti. Premier test ici, alors attendez, j'ai pas besoin de tout, je vais faire un petit peu de ménage comme ça, voilà. Premier test ici, sortie des bandes de Bollinger, réintégration, retour sur la M7, test gagné. Deuxième test, sortie bande de Bollinger, réintégré, on est repassé au-dessus du précédent sommet avant d'aller chercher la M7, test perdu. Là, sortie des bandes de Bollinger, réintégration, on allait chercher la M7 et même la M20. Test gagné, on va aller plus vite maintenant. Donc, un succès, un échec, deux échecs, un succès, deux succès, trois succès, un échec, un succès,
deuxième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, deux échecs. Et ce qui nous amène, voilà, bon, après être remonté jusqu'en 2016, on arrive à la statistique suivante. Sur les 20 dernières occurrences, eh bien, 11 fois on est allé chercher la M7 avant que d'aller faire un plus haut, et 9 fois on a fait un plus haut avant d'aller chercher la M7. Autrement dit, on est très proche du 50%, c'est-à-dire on est à 55% de réussite, 45% de baisse. Est-ce que ça veut dire que, étant donné qu'on est proche de 1 sur 2, on peut mettre ce setup à la poubelle? Non, parce que ça c'est de l'analyse technique, on ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant, mais en tout cas on sait que c'est aléatoire. Par contre pour le trader, si vous arrivez à mettre un point d'entrée et un point de sortie, une prise de profit ou alors une sortie avec perte telle que vous avez plus à gagner quand vous gagnez que quand vous perdez et que vous avez tort, eh bien c'est un setup super rentable. Je vous donne un exemple, si vous gagnez par exemple 2 fois plus quand vous avez raison que quand vous avez tort et que vous avez une chance sur deux de gagner, c'est un truc à devenir millionnaire. Ok, donc c'est absolument pas un modèle à jeter à la poubelle. Il faut simplement soigner le ratio gain-risque. Alors maintenant, on va regarder les autres éléments techniques avec le même doute que j'ai par rapport à ce qui se passe maintenant, puisque si on est en période de congestion, il faut même, enfin je ne regarde même pas normalement les éléments techniques. Par contre, si on est sorti de la zone de congestion, eh bien on peut regarder ces éléments techniques qui peuvent être assez intéressants. En l'occurrence, si on donne le bénéfice du doute et on considère qu'on est sorti de du triangle qui était zone de congestion, on a globalement un CCI un stochastique, un MACD 0 qui sont toujours haussiers. Le momentum qui est au-dessus de 0, c'est bien. Le récit qui est au-dessus de 50, c'est bien. Le seul élément, la seule ombre au tableau, c'est le MACD qui est toujours en dessous de son signal, bizarrement, et qui menace éventuellement de faire un non-croisement baissier qui pourrait être totalement dévastateur. C'est un petit bémol quand même qu'on peut apporter par rapport à la tendance prétendument haussière actuellement. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il y a une divergence baissière, parce que comme vous pouvez le voir sur le stochastique ici, on n'a pas fait de plus haut, pendant que les cours ont fait des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière, et c'est dangereux les divergences baissières. Okay. On termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous enseigne comme à son habitude depuis maintenant de nombreuses semaines que la tendance elle est neutre avec ballottage favorable au haussier, puisque nous sommes au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la SSA, au-dessus de la SSB, mais ce n'est pas haussier. La SSB est plate, la SSA est plate, la Kijun est plate, la Tenkan est plate, donc globalement c'est pas en tendance haussière, même si on est plus proche de la tendance haussière que de la tendance baissière. Voilà, c'est une excellente journée. J'invite à regarder les vidéos qui sont en incrustation à la fin de cette vidéo-ci. Merci infiniment pour tous les petits plus que vous me mettez. C'est vrai que là, actuellement, il y a moins de gens sur les marchés, c'est des vacances, donc il y a moins de petits pouces bleus que d'habitude. Mais en tout cas, c'est toujours hautement apprécié et toujours aussi favorable à mon exposition, ma visibilité sur YouTube. Donc merci de faire l'effort de mettre un petit plus pour ceux qui le font.